Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur 1, 2, 3 Soleil, sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Et nous avons le grand plaisir et le grand honneur surtout d'être invité aujourd'hui chez Odon Vallet, qui est l'un des tout meilleurs spécialistes de l'histoire des religions en France, qui collabore notamment Au monde des au monde des religions. religions, voilà, j'allais les trouver, qui est l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés aux religions, et avec qui nous allons parler ce soir d'un sujet assez particulier. Et ce sujet est peut-être en lien avec une actualité récente, puisqu'il y a quelque chose qui inquiète nos compatriotes, nos concitoyens, qui est le fameux coronavirus qui commence à arriver chez nous. Et donc nous avons demandé à Odon Vallet s'il voulait bien nous parler alors à la fois de l'apocalypse, des grandes peurs, des grandes pestes, de toutes ces maladies qui ont eu cours tout au long de l'histoire de l'humanité. Peut-être qu'on ne s'en souvient plus très bien d'ailleurs, parce qu'on ne se souvient plus très bien de grand-chose. Et donc peut-être nous allons commencer par le commencement, d'abord par remercier Odon Vallet d'avoir bien voulu nous recevoir. Donc voilà, je pensais qu'il fallait qu'on se remémore et que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'humanité des grandes pestes, des grandes maladies qui ont eu cours, et peut-être nous allons demander à Odon Vallet de bien vouloir, sur la fresque chronologique du temps, bien vouloir nous parler d'un certain nombre d'événements qui ont eu lieu et qui ont marqué l'histoire de l'humanité, même si aujourd'hui, en effet, on ne se souvient plus. Alors ça peut être dans la Rome antique, ça peut être au milieu du Moyen-Âge, ça peut être aux États-Unis d'Amérique, ça peut être pendant la Première Guerre mondiale, voilà, de faire un peu le panorama historique de ces grandes maladies un peu oubliées. On parlait tout à l'heure, hors antenne, j'allais dire, de la guerre de 14-18 et de la grippe espagnole, par exemple, où il y a le même nombre de morts. On se rappelle de la guerre de 14, on ne se rappelle plus de la grippe espagnole. Alors voilà, c'était pour essayer de voir avec vous, si vous le voulez bien, j'allais dire depuis, alors peut-être pas depuis les origines, mais en tous les cas depuis peut-être l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque contemporaine, voir les grandes étapes de ces grandes maladies qui ont marqué l'humanité. Alors, sur le plan étymologique, le mot apocalypse, c'est pas du tout un désastre, hein. Si on se réfère à la racine grecque, c'est plutôt une révélation, c'est plutôt un dévoilement de quelque chose qui débouchera sur on ne sait quoi. Alors, cette littérature apocalyptique était très développée au Proche-Orient, dans la Bible. Il y a plusieurs apocalypses attribués à des personnages bibliques, mais aussi dans d'autres religions, notamment les religions perses, plus ou moins inspirées par Zoroastre, Zarathustra, et enfin, dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse dite de Saint Jean. Dans tous ces textes, en général, il y a des événements graves qui se déroulent, des signes de la fin du monde, mais en même temps, il y a un nouveau monde, une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Et dans une certaine mesure, l'Apocalypse est un changement radical, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que le monde, il va évoluer, mais avec des signes qui sont parfois très inquiétants et qui débouchent sur quelque chose de rassurant, puisque finalement le monde, il n'était pas si terminé que ça. Et d'ailleurs, tout ce qui est christianisme, donc résurrection du Christ, ça prouve qu'il y a une mort, d'accord, mais il y a une résurrection. Alors, dans l'Antiquité, il y a eu bien sûr des maladies très graves, un certain nombre de pestes, une vers le IIe siècle, dite peste antonine. Je ne sais pas si c'est une peste, mais on pense que certains moustiques, notamment le fameux moustique du Nil, véhiculaient un certain nombre de maladies qu'on connaît d'ailleurs encore aujourd'hui, qui ont pu tuer des millions de personnes. Alors ensuite, il y a bien sûr la grande peste
qui a, vers le XIIIe, XIVe siècle, tué un tiers des Européens et des Asiatiques, c'est-à-dire en gros un quart de la population mondiale. Ensuite, en 5 à 10 ans, à peu près. Alors, les dates exactes, c'est difficile, mais on peut dire, sans exagérer, un tiers de l'Europe et de l'Asie qui représentent en gros, ou représentaient les 2 tiers de la population mondiale. Pour qu'on se rende compte maintenant avec la population d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça représenterait plusieurs milliards de personnes qui meurent. 2 tiers de la population mondiale, Europe-Asie, 25% de la population mondiale serait morte. Ça fait pas très loin de 2 milliards d'habitants, ça. Bon. Et pour nos auditeurs se rendre compte que 2 milliards d'habitants qui meurent dans les 10 ans, c'est à peu près ça, c'est ça que ça veut dire. Oui, alors, si vous voulez, on a d'autres cas équivalents. C'est, et même peut-être pire, c'est l'arrivée de Christophe Colomb et des Européens dans le monde amérindien. On estime, c'est très vague comme estimation, qu'à peu près 90% de ces Amérindiens seraient morts des maladies apportées par les Européens, d'autant que le système immunitaire des Amérindiens était peu développé. Et encore aujourd'hui, c'est le cas en Amazonie. C'est une des causes des difficultés pour avoir un clergé local où est-ce qu'ils vont étudier. Attention. Pourquoi ? Parce que y avait très peu d'animaux domestiques dans le système amérindien. On ignorait d'ailleurs la roue, donc on ignorait tout ce qui pouvait tirer une charrue, etc. Un bœuf, Voilà. Alors, c'est à peu près l'opposé de la Chine, pour le coup, ou de l'Inde, où la population vivait avec des tas d'animaux qui apportaient les uns la peste, les autres la grippe, tout ce qu'on voudra, et qui nous les ont transmises, ces maladies, encore récemment. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'anticorps et donc un système immunitaire local, développé. On a encore d'ailleurs un cas un peu pareil avec certaines ethnies du sud de l'Éthiopie qui vivent pratiquement en circuit fermé et donc il y a très très peu d'anticorps. Bon. Le résultat, c'est quoi ? Comme la population avait énormément baissé, on a fait appel à une main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire aux malheureux esclaves d'Afrique. L'origine de l'esclavage, c'est d'abord ça. Bien sûr, il y a eu des esclavages auparavant. Il y en a eu dans l'Empire romain, il y en a eu partout. Les Slaves, esclaves, c'est slave, hein, c'était des blancs et des blonds aux yeux bleus. Mais c'est l'origine de l'esclavage africain. Il faut ajouter également qu'en sens inverse, les Amérindiens nous ont probablement donné la syphilis, qui était à l'époque plus virulente qu'aujourd'hui. Bon, bref, tous les échanges de population nous ont amené des maladies qui ont beaucoup tué. Bon, la grippe espagnole, alors dite espagnole, a tué autant que la Première Guerre mondiale. Probablement, mais bon, soyons extrêmement prudents. Il y a toutes sortes de maladies, mais vous savez, quand les missionnaires européens sont arrivés au XVIe siècle en Inde et certains en Afrique au XVIIIe ou XIXe siècle, leur taux de survie était d'environ 6 mois. On en a des preuves par le cimetière de Goa en Inde. Et la première mission catholique au Bénin à Cotonou, on a la preuve, ils ont vécu en gros 6 mois. Bon. Donc il n'y avait pas de médicaments contre ces maladies contre lesquelles il n'y avait aucune immunité des Européens. Mais les Européens leur ont amené aussi beaucoup de microbes, dont la fameuse tuberculose qui a à peu près fait le tour du monde. Hein. La malaria ? Alors, la malaria, tout ce qui est, si vous voulez, maladie liée aux moustiques, ça vient plutôt d'Afrique. Mais d'une manière générale, les Européens, ils sont plus sensibles parce qu'ils n'ont pas du tout de défense immunitaire contre cette maladie. Bon, ça, c'est l'empire des fièvres. J'en ai parlé souvent. On ne m'a pas beaucoup écouté. Ça fait 20 ans ou 30 ans que dans un cours à Paris 1, j'en ai parlé. Il y en a qui me disent, mais vous excusez l'esclavage, vous excusez le colonialisme. Et j'ai dit non, mais c'est une réalité qu'on ignore beaucoup trop souvent
et qui ne permet pas d'avoir une juste appréciation de l'importance de ces maladies. Je vois dans la Fondation Vallée et sa filiale Bénin Excellence, nos internes en médecine ou jeunes médecins soignent 93% des détenus du Bénin qui souvent n'avaient jamais vu un seul médecin avant. Ils sauvent des vies humaines chaque mois, mais ils ont déjà jugulé des épidémies de rougeole qui peuvent être très graves, de varicelle, de gale et surtout de tuberculose, qui aurait pu être gravissime si ça s'était répandu dans la ville. On n'a pas du tout conscience de ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, on a des antituberculeux qui permettent, au bout de 15 jours à peu près, ça fait penser au système de quarantaine anti-coronavirus, permettent à une personne de ne plus être contagieuse. Bon, ça, c'est, si vous voulez, une forme d'apocalypse limitée à un territoire donné, mais qui peut être en réalité, notamment pour les Amérindiens, une quasi-extinction de certaines ethnies. Bien entendu, il n'y a pas que ça comme apocalypse. Parce que pour nos auditeurs, on imagine toujours, dans l'imaginaire populaire, que c'est Cortés et les quelques dizaines de soldats qu'il a avec lui qui ont battu des millions d'Amérindiens. Non, c'est les maladies importées par ces soldats, les habitants, etc., qui ont fait des ravages. Il y a plusieurs causes. Ouais. Il y a plusieurs causes. La première, effectivement, les Européens ont tué les Amérindiens. Deuxièmement, ils les ont maltraités, ils les ont réduits à une forme d'esclavage, et ces mauvais traitements ont réduit leur système immunitaire. Et enfin, il y a eu ces fameuses nouvelles fièvres. Cela étant, n'oublions pas que le canal de Panama a été un désastre, parce que Ferdinand de Lesseps n'a pas pu réussir à Panama ce qu'il avait réussi à Suez, à cause notamment de la fameuse fièvre jaune qui a tué la majorité des ouvriers. Encore, fin 19e siècle, début 20e, en ce qui concerne les Caraïbes, les îles proches des Antilles, tout ce qui avait comme rivalité entre, par exemple, les Espagnols ou les Anglais, était lié à des fièvres qui touchaient davantage ceux qui n'avaient aucune immunité, aucun anticorps contre certaines fièvres, que d'autres. Encore en 1856, pour la guerre de Crimée, le choléra a tué plus que les canons et les fusils. Ça, on l'a oublié. Mais en même temps, il ne faut pas être trop obsédé par ça. Il ne faut pas non plus avoir trop peur de ça. Il y a d'autres formes d'apocalypse, notamment nucléaires, et nous ne sommes pas passés loin. Je voulais vous poser une question. Est-ce que à chaque grand conflit ou à chaque guerre, est-ce qu'il y a une maladie associée? Vous avez parlé de la guerre de Crimée, vous avez parlé de la guerre de 14-18 avec la grippe dite espagnole. Est-ce qu'on peut retrouver de façon systémique ou systématique ou non, je ne sais pas, dans les grands conflits qui sont succédés dans l'histoire, un conflit armé que l'on connaît et que l'on étudie en général, et parallèlement ou en même temps, une maladie que l'on élude ou que l'on étudie moins, se gardant comme référence historique l'étude des faits d'armes. Il faut être très prudent, parce que voyez-vous, dans l'Antiquité, on parle de peste antonine, tout ça. Le mot peste, ça désignait toutes sortes de maladies. C'est comme le mot lèpre dans la Bible, c'est toutes les maladies de la peau. Bon. Simplement, on sait, mais depuis pas très longtemps, quelle était cette fameuse grippe espagnole, parce qu'on a retrouvé des squelettes, des cadavres au fin fond de l'Alaska, qui ont pu nous donner quelques renseignements sur ce virus un petit peu particulier. Donc soyons très prudents sur l'analyse médicale pour des époques où les progrès de la médecine étaient quasiment réduits à zéro. Par contre, il y a une autre source d'apocalypse que nous connaissons, c'est le risque d'apocalypse nucléaire qui existe depuis que les États-Unis
puis l'URSS ont eu la bombe thermonucléaire, avec plusieurs centaines ou milliers de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Chacun se souvient des fusées russes à Cuba. Chacun se souvient, en octobre 1962, de ces jours dramatiques où on craignait l'apocalypse, puisque l'état-major américain disait au président Kennedy, on ne peut pas tolérer ça, donc il faut envoyer des armes, couler les bateaux russes. S'il l'avait fait, c'était probablement, je dirais, une guerre au début classique et ensuite nucléaire. Bien, sauf que Kennedy a été très intelligent et on le sait maintenant, il a été très ferme sur le fond, mais pas agressif du tout sur la forme. Et discrètement, il a fait comprendre à Khrouchtchev que s'il retirait ses fusées de Cuba, il y aurait un échange ultra secret, c'est-à-dire qu'il a accepté de retirer des fusées de Turquie, la Turquie étant membre de l'OTAN et qui était dirigée vers l'URSS. Donc, grâce, on peut le dire. À l'intelligence politique de Kennedy, c'est ça? Oui, grâce à Kennedy, grâce aussi au fait qu'il a réussi à trouver une sorte de deal avec les Russes, de deal très discret, mais il n'y a pas eu d'apocalypse. Et donc, finalement, il n'y a eu que des gagnants, si j'ose dire. Alors ça, c'est une forme d'apocalypse. On ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de risque du tout aujourd'hui, mais enfin, je pense qu'on est passé près du pire en 62. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la multiplication des puissances nucléaires. On a par exemple le Pakistan et l'Inde, qui se détestent gentiment, qui sont deux puissances nucléaires, mais surtout au Proche-Orient. C'est le problème des puissances nucléaires. Israël a la bombe, sans le dire, mais si l'Iran l'avait, et que feraient les pays sunnites comme l'Arabie? Là, avec en plus la politique américaine très dure du président Trump à l'égard de l'Iran, il y a des risques d'escalade. Et quand on est dans un milieu où il y a des armes nucléaires, où s'arrête l'escalade? Donc ça, c'est une autre forme d'apocalypse qui aujourd'hui reste d'actualité parce que nul ne sait ce que peuvent faire certains présidents imprévisibles. On peut penser au régime iranien, on peut penser à celui de la Corée du Nord aussi. Bien. Alors, il y a maintenant une troisième forme d'apocalypse. Après l'apocalypse, l'empire des fièvres, après l'empire des bombes, il reste l'empire de la pollution, l'empire du réchauffement climatique, et tout ce qui fait que d'année en année, tout devient plus difficile à gérer sur ce plan-là. Il se trouve qu'en 1972, quand j'étais élève de l'ENA, j'avais créé une option environnement parmi les élèves. À l'époque, personne ne s'y intéressait. J'allais dire très minoritaire, je pense. Très minoritaire, personne ne s'y intéressait. J'étais le représentant à la Commission nationale de contrôle de René Dumont, le grand agronome, et ensuite, en 81, de Brice Lalonde. Pour ceux qui ne se rappellent plus, parce que ça a marqué, c'est celui qui était à la télévision avec un pullover rouge en général. Voilà, avec un pullover rouge. Parce qu'il y a des images qui peuvent marquer. Et René Dumont a fait 1, quelque chose des voix. Bon, j'avais un cours aussi à Sciences Po et à Paris 1, mais à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. Ça m'amuse beaucoup quand je vois des jeunes de 16 ans, je n'ai rien contre elles, mais qui font un tabac dans les médias. Nous étions un tout petit nombre. Avec René Dumont, on était vraiment quelques-uns. Moi, je m'occupais simplement de la régularité juridique des choses, mais ça s'est bien passé. Mais je veux dire, les compétences étaient peu nombreuses. Et en plus, les écologistes ont fait une erreur, c'est d'être trop sensibles à l'opinion publique, et donc ils ont voulu se battre contre les centrales nucléaires. Et ils ont complètement oublié les centrales thermiques. Or, aujourd'hui, les centrales thermiques posent au moins autant de problèmes que les centrales nucléaires. Donc, incontestablement, il y a un problème. Que va devenir la Terre
que vont devenir les zones proches de la mer. Bon, la Hollande avait une bonne partie de son territoire inondé il y a 60 ans. D'ailleurs, les ingénieurs hollandais sont très sollicités dans des régions comme le delta du Mékong au Vietnam, où une bonne partie risque d'être inondée, en sachant que si la mer rentre dans les terres, la mer elle est salée et la terre elle est désormais stérile. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est déjà le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras à l'époque. Alors, c'est un peu barrage contre le Pacifique. Mais échelle fois 10 000, de Marguerite Duras, mais bon, c'est un roman. Hein. Oui. C'est vrai que sa mère avait un peu été trompée ou s'était trompée, et elle avait acquis des parcelles rizicoles qui étaient trop proches de la mer et qui produisaient peu parce que le sel était là. Donc tout ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui... L'aggravation... oui, aujourd'hui, il y a un risque énorme, et par conséquent, on ne peut pas dire que cet apocalypse-là se produira ou ne se produira pas. En bonne partie, tout dépend de la réaction des êtres humains, individuellement et collectivement. À ce sujet, il faut préciser qu'un pays comme la France est plutôt pas mal placé. Parce que la France a un territoire assez varié et une bonne partie de ce territoire est quand même relativement éloignée des mers. Mais il ne faut pas oublier les montagnes avec le rétrécissement des glaciers. Hein. En trois directions, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en longueur. Celui du Mont Blanc, enfin... Alors, la mer de glace au Mont Blanc, mais peut-être au moins autant le glacier d'Aletsch en Suisse, qui est le plus grand d'Europe. Or, on a fait des repères pour montrer quel avait été le recul de ces glaciers. C'est très impressionnant. Et dans l'Himalaya, il s'agit en fait de glaciers qui vont alimenter les grands fleuves que sont le Gange, le Brahmapoutre, et tous ces fleuves qui permettent à des centaines de millions de personnes de vivre depuis le Pakistan jusqu'à la Chine, le fleuve bleu, le fleuve jaune, etc., etc. Dans ces conditions, c'est peut-être les glaciers qui sont les plus inquiétants pour certaines populations. Alors vous allez me dire, c'est pas très encourageant tout ça. Bon, il serait peut-être temps de se retrousser les manches et de dire qu'est-ce qu'on peut faire, mais attention, qu'est-ce qu'on peut faire raisonnablement et sans déclencher des révolutions ou des inégalités épouvantables. N'oublions jamais qu'une des causes du mouvement des Gilets jaunes, c'était l'augmentation du prix du gasoil. Oui, du gasoil, oui. Je voulais vous poser une question sur les glaciers, parce que on voit de façon récurrente qu'il y a, alors je ne sais pas quelle réalité ça a, mais pour relier ça aux maladies, en disant que lorsque les glaciers fondent à une certaine profondeur sous la terre, ça peut révéler, ou en tous les cas libérer un certain nombre de... La banquise. De banquises, ou même dans les veilles, de virus, etc., oubliés, etc., et qui peuvent être dangereux pour nous aujourd'hui. Ça, je laisse ça aux spécialistes, je n'ai pas les compétences nécessaires, mais par contre, ce qu'il y a de très marquant, c'est de voir l'accélération du processus. Il y a un glacier que je connais bien, près de Saint-Moritz et de Pontresina, le glacier du Morteras, où on a planté un pieu pour dire, voilà, en 1900, le glacier était là, en 1910, en 1920, jusqu'à nos jours. Et on voit cet effet 3D, 3 dimensions, largeur, longueur, hauteur. En d'autres termes, s'il perd la moitié de sa largeur, la moitié de sa longueur et la moitié de sa hauteur, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2 égale 8. Il a 8 fois moins de volume. C'est quand même très très impressionnant. Et je pense qu'on n'y a pas fait suffisamment attention et que l'économie de certaines régions est menacée. Dans les années 60-70 en France, la délégation à l'aménagement du territoire avait cru intelligent, et c'était à l'époque intelligent,
de faire des stations de sport d'hiver en moyenne altitude, vers 1000-1200 mètres, en disant pourquoi il y a seulement Et 2000 mètres des stations à 2000 mètres. Bon, le résultat, c'est qu'on est obligé aujourd'hui, dans le Massif central, mais aussi en Savoie ou ailleurs, hein, de fermer des stations où il n'y a pratiquement plus de neige. Quant à la neige artificielle, c'est pas très écologique. Ou alors on l'amène par hélicoptère, comme il y a eu... Oui, non, mais voilà, il faut être raisonnable. Mais ça. simplement, dans les années 70, moi je me souviens avoir dit à des amis de l'aménagement du territoire, mais vous prenez des risques, parce que déjà à l'époque, il y avait des hivers sans neige. Hein. L'hiver 63-64, il n'y a pratiquement pas eu de neige dans toutes les Alpes. Hein. Mais on n'y faisait pas attention. Si on prenait 10 ans, il y avait 8 ans avec de la neige. Voilà, le Club Méditerranée voulait implanter une station de sport d'hiver dans le Jura. Bon, il a renoncé. Et à l'époque, il y avait eu quelques hivers, 78-81, avec 2 ou 3 mètres de neige dans ces régions, mais ça a cessé. Donc, il n'a pas poursuivi son objectif. Et il y a quand même des régions dont l'économie, et donc le social aussi, sont assez menacées. C'est pourquoi on essaye de réformer un peu les loisirs dans un sens sport, oui, mais pas forcément sport de neige. Et est-ce que je peux demander aussi quand même à l'historien des religions de savoir, dans ces grands changements qui sont devant nous, est-ce que vous pensez, ou pas, ou est-ce que c'est une mauvaise idée, qu'il y a certaines civilisations, je pense qu'on dit ça comme ça, certaines religions, certains grands courants de pensée, qui sont, d'après vous, mieux adaptés, mieux préparés pour ces changements à venir, que d'autres, peut-être pas, hein, je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Est-ce que le bouddhisme, l'hindouisme, est-ce que l'islam, est-ce qu'il y a d'autres grands courants? Alors la seule certitude, c'est qu'en France, les bénédictins ont voté pour les candidats écologistes depuis René Dumont. On le sait parce que lorsqu'on regarde les résultats électoraux dans les villages, où il y a des monastères de moines ou de moniales, qui sont des petits villages, on voit qu'ils ont voté pour l'écolo. Bon. Ça, c'est vrai. Et on voit que là où il y a des campements de la Légion étrangère, c'est plutôt le Front National qui est en tête dans ces bureaux de vote-là. Par exemple. Mais en même temps, on peut dire aussi que chaque religion peut avoir ses courants écologistes. Hein. C'est vrai que les moines bouddhistes sont assez écolos. C'est vrai que les prêtres hindouistes ont un régime alimentaire qui est peu vorace. En viande, par exemple. Bon. Mais en même temps, il ne faut pas généraliser. Hein, parce que les pays les plus pollués de la planète sont souvent des pays de religion extrêmement orientale. Donc je ne crois pas que la religion détermine un niveau de nuisance vraiment déterminant. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une encyclique du pape François sur l'avenir de la planète et donc sur les questions d'écologie, et que c'est la première fois qu'un pape se montre aussi sévère sur des modèles de consommation qui risquent effectivement d'aggraver les choses. Cela étant, le terme croissance zéro a été inventé vers 1970, un rapport de ce qu'on appelait le Club de Rome, et ce n'était pas du tout religieux. Hein. Je crois qu'il y a toujours eu dans l'écologie un mouvement plutôt spirituel et un mouvement beaucoup plus matériel. D'autre part, n'oublions pas qu'il est quasiment impossible de savoir comment la pensée humaine va évoluer sur le plan électoral. Vous savez, on se trompe beaucoup sur ce sujet-là. On voit que aujourd'hui, par exemple, les Verts jouent un rôle important. Bon, mais tout le monde veut s'allier aux Verts. Mais en même temps, ils sont extrêmement divisés. Ils ont peu de parlementaires. Donc, en définitive, l'opinion publique est assez verte, mais le pouvoir ou les pouvoirs publics ne sont pas tellement verts que ça. Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, moi je me rappelle quand j'ai commencé à faire des études, on parlait beaucoup par exemple du livre de Durkheim sur le suicide, où Durkheim avait, après avoir passé en revue tout un tas de causes,
avait trouvé, ou avait dit, le suicide, il y a un taux de suicide beaucoup plus important dans les pays protestants que dans les pays catholiques, et que c'était la seule variable qu'il avait trouvée pour expliquer la différence de suicide en disant, les catholiques, ils vont voir le prêtre, et puis le prêtre leur dit, voilà, vous avez beaucoup péché, je vous remets, alors qu'en pays protestant, on se voûte, puisque personne ne vous relâche de vos péchés. Donc c'est pour ça que c'est un peu ça le sens de la question, c'est de savoir s'il y avait des religions ou des courants religieux, quelque chose comme ça, qui pouvaient expliquer sociologiquement ou politiquement des comportements passés ou à venir. Vous voyez ce que Alors le livre de Durkheim sur le suicide est un très grand livre, passionnant. C'est le premier livre sérieux sur ce sujet. Mais vous savez, le suicide, c'est vraiment compliqué. J'en parlais récemment avec un mouvement gay d'élèves d'une grande école, d'une très grande école même, et qui me faisait remarquer, Monsieur Vallée, chez les gays, il y a 4 fois plus de tentatives de suicide que chez les hétéros. Et moi, je leur répondais, vous savez quelle est l'une des professions où il y a le plus de tentatives de suicide? Et je leur disais, c'est interne en médecine. Et quand je dis tentative, ils savent comment faire pour ne pas se rater. Donc vous voyez, les causes du suicide sont vraiment multiples. Alors, en ce qui concerne protestants catholiques, vous savez, depuis Montesquieu, on a beaucoup parlé de ça. Montesquieu disait, le protestantisme est plutôt républicain, le catholicisme plutôt monarchiste. C'était vrai à l'époque. Bon, quand on a vu les théologies de la libération en Amérique latine, c'était déjà beaucoup moins vrai. Et d'une manière générale, il faut beaucoup se méfier. Par exemple, Max Weber a eu vraiment des formulations simplistes sur protestantisme, sur l'esprit protestant et l'esprit capitalisme. Oui, et puis même sur d'autres religions, l'hindouisme qu'ils ne connaissaient pas. Donc, soyons prudents, mais incontestablement, il peut y avoir des différences entre protestantisme et catholicisme. Mais d'abord, il y a aussi l'orthodoxie, n'oublions pas. Ensuite, il y a des milliers d'églises protestantes très différentes. Dans l'anglicanisme, il y a à peu près l'équivalent de la confession catholique. Il y a des catholiques qui ne se confessent pas beaucoup, d'autres qui se confessent beaucoup. Il y en a qui disent leurs péchés, d'autres qui ne les disent pas. En Afrique, beaucoup disent oui, moi je dis mes péchés, mais je ne parle jamais du sexe, parce que les prêtres, on sait qu'ils ont une copine. Bon, donc il faut être très prudent sur ces différences ou ces oppositions. Protestantisme, catholicisme. Mais nous, on l'avait vu, pardon, je vous couper, c'est vrai qu'on l'avait vu, nous, au niveau, parce qu'on est une radio qui s'occupe aussi de la franc-maçonnerie, c'est vrai qu'au début du XVIIIe siècle, quand la franc-maçonnerie dite moderne, autour de Jean-Théophile des Aguiliers en Angleterre, naît, il est assez clair, même si ce n'est pas l'entièreté de la franc-maçonnerie, qu'il y a une organisation qui se crée en Angleterre, en terre protestante, pour être l'un des soutiens de la nouvelle monarchie hanovrienne qui vient d'arriver en Angleterre, avec, j'allais dire, comme substrat quoi, pour essayer de faire très simple, une monarchie parlementaire appuyée sur le Bill of Rights de modèle protestant et anglais versus un modèle catholique autoritaire Louis XIV, j'allais dire. Voilà, et ces deux modèles qui, d'un côté, l'Église catholique et le roi tout-puissant, et de l'autre, une monarchie parlementaire appuyée sur l'Église anglicane et la nouvelle franc-maçonnerie qui vient de naître. Voilà, il y avait un peu deux modèles. Oui, c'est très schématique, c'est pour ça que je voulais votre avis là-dessus. Protestants et catholiques. Il y a les jansénistes chez nous, il y avait eu les jansénistes, etc. Oui, bien sûr, et puis regardez le Troisième Reich, 90% des protestants et des pasteurs protestants étaient pour le Troisième Reich, et probablement autant de prêtres catholiques, mais il y avait une église confessante, résistante chez les protestants comme chez les catholiques. Vous ne pouvez pas savoir ce que, dans les périodes critiques, les religions n'ont rien à voir avec la réalité. Si vous prenez le cas le plus extraordinaire, qui est la région lyonnaise, avec ses centaines d'enfants qui ont été sauvés des griffes des nazis, sauvés d'Auschwitz, il y avait des prêtres catholiques, des pasteurs protestants, des juifs bien sûr, des gens qui étaient laïcs, qui n'avaient aucune religion, ils travaillaient tous ensemble. Mais il y avait aussi des catholiques, des protestants, pas des juifs, mais des catholiques, des protestants ou des laïcs
qui était du côté de Pétain, et Pétain avait dit il faut livrer aux Juifs les enfants. Le cardinal Gerlier a répondu au préfet du Rhône, qui avait autorité sur 10 départements, vous n'aurez pas les enfants. Et il y a une extraordinaire machine administrative de résistance pour cacher les enfants, fabuleuse, qui a réussi à sauver presque tous les enfants, avec un trésor d'imagination, de ruse, une gestion administrative fabuleuse, mais les gens, ils n'avaient pas les mêmes idées. Hein. Et d'ailleurs, après la guerre, hein, chacun a rejoint un peu ses idées. Voilà, c'était quand même intéressant d'avoir, pour nos auditeurs, d'avoir un peu cet éclairage sur le substrat religieux et les conséquences politiques de tout ça, j'allais dire. Oui, on pense au Chambon-sur-Lignon, par exemple. Alors, Chambon-sur-Lignon, c'est assez extraordinaire, puisqu'il y a à peu près 1000 Juifs qui ont été sauvés par des protestants et des pasteurs, dont certains étaient mes amis. Moi, j'ai connu beaucoup de Juifs parmi les nations, notamment des pasteurs protestants, comme le pasteur André Dumas, etc. En même temps, soyons francs, on pense quand même que l'officier allemand qui était supposé s'occuper de cette région-là avait un zèle assez modéré. Oui. Tant mieux d'ailleurs. Mais je connais à l'inverse une Juive parmi les nations qui est encore en vie, elle a 92 ans, Anne Beaumanoir, extraordinaire femme, qui était communiste. Hein. Donc, comment on réagit face à des moments terribles? Je pense que la religion est secondaire. C'est l'engagement personnel. Vous savez, il y a de tout. Dans chaque religion, il y a des gens fanatiques, en ce sens qu'ils vont obéir aveuglement à des ordres, qu'ils soient des ordres religieux ou des ordres politiques, et puis des gens qui sont beaucoup plus proches des droits de l'homme et de leur conscience, surtout. Si ma conscience me dit je ne vais pas livrer les enfants, ils ne le feront pas, tout en sachant qu'ils risquent leur vie, parce que si la Gestapo était là, c'était fichu. Mais on a eu des cas extraordinaires. Le cas Monseigneur Saliège à Toulouse, qui a lu une lettre en chair, qu'il a fait lire à tous ses prêtres, mais comme il était archevêque et comme en plus il était à moitié paralysé, les Allemands se sont dit si on en fait un martyr, il ne faut pas. Mais plus drôle encore, si je puis dire, Monseigneur Théas, qui était évêque de Montauban, a été trahi par un catholique, parce qu'il cachait des enfants, des juifs, etc. Et un catholique qui l'a dénoncé à la police française, qui l'a dénoncé à la police allemande. Mais le plus fort, c'était un policier français qui a pris son vélo, qui a bondi à l'évêché, pour lui, il n'était pas catholique, hein. Et il dit, Monseigneur, il faut partir en vitesse. Et comme il y avait 2 portes à la maison de l'évêché, il est parti par l'autre porte, et il a eu la vie sauvée. C'est ce qu'on appelle la baraka. La baraka. Ça, si vous voulez, on ne peut pas dire que la chance et la malchance ne jouent jamais aucun rôle. Mon ami Léo Hamon, qui est l'un des très grands résistants de Paris, hein, qui a négocié avec von Scholditz à la libération de Paris, encore à Montauban, il a failli être pris par la Gestapo. Mais intelligemment, il avait choisi de résider dans une maison où il y avait une petite porte derrière dans le jardin, et quand il a vu que la police arrivait, il est parti par le jardin. Alors qu'à l'inverse, il y avait une librairie rue de Vaugirard où il n'y avait aucune échappatoire, et il y a au moins une trentaine de résistants, même plus, une cinquantaine, qui ont été pris, la plupart ont péri dans les camps. Oui. La baraka, ça compte, mais la bonne organisation, ça compte aussi. Ça compte aussi. La religion, bon, ça compte moyennement. C'est peut-être cette phrase, ce qui m'avait surpris quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Tous les journalistes parlaient de miracle. C'était toute la journée, ça a été un miracle, pourquoi, etc. Et ils interviewent l'archevêque de Paris, et il lui dit, alors Monseigneur, vous avez vu quel miracle? C'est quand même un miracle sans nom, et c'est l'archevêque qui dit,
Mais le miracle a un nom, le miracle, il s'appelle Pompier de Paris. Alors, et c'était assez si drôle que vous ce soit voulez- l'archevêque qui soit obligé de rappeler ce genre de choses alors qu'on part dans des... Bah, si vous voulez, Dieu a besoin des hommes. C'est vrai que les pompiers ont pris des risques énormes. Parce que si la tour s'est écroulée, c'est plusieurs dizaines d'hommes qui perdaient la vie. On a vu ce qu'ils pouvaient faire dans un immeuble du 16e arrondissement, c'est incroyable. Mais effectivement, si vous prenez Lourdes, les miracles de Lourdes, il y a un bureau médical à Lourdes qui reçoit des milliers de malades. Bon, il y en a beaucoup qui disent j'ai été guéri. Bon, on les écoute poliment. Et puis parfois, il y a des dossiers qui semblent plus sérieux et on les transmet à un comité international de Lourdes qui se réunit régulièrement à Paris et qui comporte des sommités médicales du monde entier. Et le tri est encore plus sévère. Mais jamais un seul médecin ne dit qu'il y a eu un miracle à Lourdes. Les médecins disent, en l'état actuel de la science, cette guérison est inexplicable. Et ils transmettent ça à l'évêque du lieu de résidence du miraculeux, à lui de dire. Mais tout bon médecin est sceptique. Sinon, c'est pas un bon médecin. S'il s'imagine qu'il fait des miracles, hein, moi je vois mes jeunes médecins au Bénin, il y en a un, on l'appelle le docteur miracle, parce que il a réussi, c'est vrai, à sauver des vies humaines. Hein. Bon. En même temps, il est très bon en clinique, mais en théorie, il a plus de difficultés avec les examens théoriques. Bon, oui. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de miracle. Mais en même temps, il y a quand même une honnêteté qui conduit à dire « Je ne suis pas sûr que je vais sauver cette personne. Et si je l'ai sauvée, c'est quoi? C'est moi ou c'est la mallette médicale que m'a remise M. Vallée et qui contient vraiment des appareils indispensables comme l'hémocu qui permet de mesurer l'hématocrite, l'hémoglobine, etc. Et si quelqu'un a une anémie sévère, ça se voit tout de suite. Ou un glucomètre extraordinaire qui en 5 secondes ou en 10 secondes vous dit quel est votre taux de glycémie pour un diabète de type 2, etc. Bon, donc c'est la mallette qu'amène M. Vallée. Mais ce n'est pas M. Vallée, c'est les fabricants d'eux. Et c'est l'organisation. C'est l'organisation qui fait que c'est de très bons fabricants. Je ne veux pas trop dire leur nom quand même, mais on a trouvé un matériel qui permet vraiment d'apporter une aide énorme à des médecins qui soignent en prison. On ne peut pas amener les prisonniers à l'hôpital, il faut qu'en 10 minutes, un quart d'heure, ils fassent le diagnostic. Et plus fort que ça, il y a une marque de pansement, je ne vous la citerai pas. Sur Radio Data, on peut citer les marques. On peut citer les marques. Alors, Robé Médical dans les Vosges. Ça fait 150 ans que ça existe. Et ils ont un matériel de très bonne qualité. Giro Médical, près de Nantes. Ils ont eu des problèmes il y a quelques années, mais c'est très bien. Alors, la marque que je vais vous citer, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour un médecin qu'un grand brûlé. C'est épouvantable. Les douleurs du grand brûlé, c'est affreux. Alors, je leur ai acheté des pansements Urgo. Alors, il y a toutes sortes de pansements, mais il y en a, des pansements gras, comme on dit, qui, si vous les changez, ne font pas hurler les malades. Parce que changer un pansement pour un grand brûlé, le gars, il vous dit, je me jette par la fenêtre. Bon. Mais il y a aussi, presque pire, ou quasiment, on a vu des manifestations, des blessés, et des blessés très graves. Il y en a un, la photo a fait le tour du monde, il avait le bras qui pendouillait. À l'hôpital, on lui a sectionné le bras, on l'a amputé, et puis on l'a remis tout de suite en prison. Et on a dit à mon docteur, débrouillez-vous. Et il a eu un pansement extraordinaire, qui est de la même marque. Alors c'est Urgo Start, c'est Urgo 16, c'est Urgo ceci, cela. Mais je vous assure que les douleurs qui sont terribles, les douleurs des amputés, c'est cité, ben, il avait moins mal. Mon père était amputé du bras, c'est pour ça. Alors je vous signale... En 1940 en Belgique. C'est terrible ça. Il était né en 1918, mon père. Ouais. Il a dû vous le dire qu'il avait terriblement souffert. Et toujours, toute sa vie. Toute sa vie, voilà. Il y en a, ils ont souffert toute leur vie. Toute leur vie. Mais là, avec un certain matériel, alors évidemment, c'est pas donné, mais bon, on peut se débrouiller. Il y a des distributeurs qui sont plus avantageux que d'autres. Il faut un peu d'organisation. Je vous assure
que ça change la vie d'un être Je veux humain. bien vous croire. Un gars, nous on a vu un gars qui était, si vous voulez, hyper gravement brûlé au 3e degré sur une bonne partie du corps. On l'a soigné tant qu'on a pu, malheureusement il est décédé, il avait une infection, mais on ne lui a pas fait mal une seule fois avec des pansements qui étaient vraiment adaptés. Alors, je ne voudrais pas faire de la publicité, mais je voudrais dire, il faut reconnaître que l'être humain, même le meilleur médecin du monde, s'il n'a pas le matériel qui convient, il ne fait rien. C'est peut-être ça le miracle finalement. Le miracle, C'est à la fois le savoir il est et pluriel. puis- Oui, non, mais C'est l'ensemble du processus qui va du... c'est l'ensemble du processus qui va du fabricant de matériel médical ou de pansement au distributeur et à l'utilisateur. Hein. Et on voit des choses étonnantes dès lors qu'il y a une bonne coordination entre tout cet ensemble. Donc le docteur miracle, c'est le docteur pansement, c'est le docteur hémocus, c'est le docteur gluco, c'est le docteur bandelette urinaire, parce que vous allez pouvoir en 10 secondes savoir un peu si telle pathologie elle concerne le malade ou pas. Oui. C'est un peu tout ça. Et vous avez vu, je pense, aux infos, l'interview, plutôt l'intervention de Macron à l'hôpital de la Salpêtrière. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de l'état de l'hôpital en France? Et puis, dirons d'un point de vue médical, et puis d'un point de vue justement d'organisation et de finances, et puis la vision du politique, quoi. Écoutez, la Salpé, c'est un des premiers hôpitaux d'Europe. C'est l'hôpital qui, je crois, a le plus grand nombre de malades. À l'origine, c'est un hôpital pour les prostituées. Mais maintenant, certains services sont de pointe, hein. Notamment pour tout ce qui est neurologie. On peut dire qu'il y a des services, il n'y a pas mieux au monde, hein. De même, en chirurgie orthopédique, combien de sportifs de très haut niveau ont été opérés par le professeur Saillant? On ne les compte plus. Bon, il y a tout ça qui joue, hein. Il y a en même temps une organisation, hein, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il y a des médecins, il y a des internes. Alors n'oublions pas les internes, parce que l'interne, il travaille 70 heures par semaine. Si ça ne va pas bien, il se fait engueuler. Si ça va bien, c'est jamais grâce à lui, mais c'est grâce à ses chefs. Et si ça va vraiment pas bien, il se suicide, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure, ou il essaye. Alors, Il tente. c'est un vrai problème. Ouais. Et j'ai eu un cas récemment, je vous assure que j'ai mobilisé tous ses camarades, tous ses amis, et je leur ai dit, attention, faites attention. Il va pas bien et il faut que vous en soyez conscient. Mais vous savez que je m'occupais du bureau des pleurs quand j'enseignais les sciences humaines en première année à Bichat. Et ceux qui avaient raté 2 fois l'examen, ils ne pouvaient plus faire médecine. Et j'en ai qui venaient me voir, personne ne voulait s'occuper du bureau des pleurs, on m'avait dit allez vas-y. Et il me disait, mais écoutez, monsieur Vallée, voilà, mon père est médecin, ma mère est médecin, mon grand-père était médecin, ma sœur est interne en médecine, moi je suis l'idiot de la famille. Alors trouvez-moi une solution, remontez-moi ma note, sinon je vais me jeter dans la Seine. Bon. J'en ai vu comme ça, hein. Il y en a, ils pleuraient. S'ils pleuraient, c'était déjà bon signe. Les larmes, ça aide, hein. Il y en a, il pleurait tellement qu'il est venu avec sa petite amie pour m'expliquer. Mais dans 1 ou 2 cas, j'ai dit à la responsable du premier cycle, écoutez madame, je pense que cet élève, faut le voir, et peut-être voir avec un de vos collègues spécialistes s'il n'y a pas vraiment un risque majeur. Ça existe. Vous savez, les médecins sont bizarres. Il n'y a pas plus mauvais malade qu'un médecin. Le pire des malades, c'est un médecin. Et bien souvent, ils ne se rendent pas compte du burn-out, du truc comme ça. Donc il faut s'en occuper. Mais enfin, je pense que l'interne auquel je pense actuellement, j'ai dit qu'il y avait un risque de TS, ils comprennent les camarades, il va être vraiment aidé comme ça. Et il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des etc. chez mes internes. Et mes docteurs, il n'y a pas de problème. Ils sont aussi bons quelle que soit la religion. Mais c'est pas un critère discriminant ou... Ah non! Oh que non! Vous savez, le Bénin est un pays où il y a une liberté religieuse, il y a une fête pour chaque religion, etc.
il n'y a pas, il y a pas la possibilité de dire l'un est meilleur que l'autre. La seule certitude, mais ça elle est absolue, c'est que plus vous voyez d'horreur dans votre journée. Il y a un hôpital à Porto Novo, ce qu'on appelle la salle des horreurs. C'est des gens qui ne peuvent pas payer. On les laisse dans un coin. Il y a un gamin de 15 ans, il a une fracture ouverte, on voit l'os qui ressort, tout ça, on fait rien. Il y en a un autre qui a la maladie de... Attendez voir. La maladie de Fournier. C'est une épouvantable maladie sur les organes génitaux, mais c'est affreux. Bon, vous voyez des horreurs. En prison, ils voient des horreurs. Mais le soir, il y a une petite amie avec qui ils font comme Adam et Ève. Il y en a un, tenez-vous bien. En 4e et en 6e année, il a fait un bébé à une de ses camarades. Hein. Il est papa, elle est maman. Elle n'a jamais redoublé une seule fois. Elle a été enceinte 2 fois. Et elle a fait, si je puis dire, des travaux pratiques de gynéco-obstétrique. Mais si vous n'avez pas, après, je dirais, les difficultés de la journée, j'allais dire les souffrances de la journée, les plaisirs de la soirée avec votre copine, etc. Bon, comme l'a dit Freud, hein, Eros et Thanatos, c'est les 2 adversaires. Et d'autre part, je pense sincèrement qu'il faut absolument qu'il y ait un groupe de parole entre ce qu'on appelle un groupe Balint, et que s'il y en a un qui dit voilà, ça va pas, c'est dur, les autres lui disent oui, nous aussi. Hein. Alors il y en a un qui dit oh là là, quand j'avais 19 ans, ma première nuit de garde en 2e année, là, le stage d'infirmier, j'ai eu 5 morts. 5 décès en une nuit. L'autre lui dit, oh, bah, c'est pas beaucoup, moi j'en ai eu 6. Et le 3e, il dit, moi j'en ai eu 0. Ben, tu fous rien, toi. Donc, vous voyez, ils plaisantent entre eux. Mais c'est aussi... Il faut une soupape. Une soupape, parce que quand vous avez 19 ans et que vous voyez 5 décès, et que le chef de clinique vous dit, tu lui fermes les yeux, vous voyez ce que je veux dire. Et tu annonces ça à la famille, bon. Mais c'est le métier qui rentre. Hein. Et là, je vous assure, qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, c'est pareil. Ils sont aussi bons médecins. Disons, ils sont bons samaritains. Mais bons samaritains, vous savez, hein, et dur. C'est dur. Hein. La parabole, on la connaît, mais bon, vous savez... faut la vivre après, c'est autre chose. Faut la vivre après. Ah là là. Mais, évidemment, c'est des gars qui sont super forts, je suis entraîné au bac, etc., ils peuvent vivre des choses très dures et en même temps le soir ils dorment comme des bébés. Hein. C'est nécessaire. Hein. Un interne en médecine qui est trop fatigué, il est dangereux. Hein. Mais malheureusement on retrouvait ça aussi. Moi j'ai lu tout un tas de livres notamment sur les enfants des dignitaires nazis. Il y avait un témoignage qui était très touchant, qui était notamment le fils de Hans Frank, parce qu'il y avait 2 fils, pas le premier, le deuxième qui avait été journaliste après la guerre, qui était journaliste de gauche, voilà, qui était le fils de Hans Frank, et qui dit, c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal à comprendre la personnalité de son père, bon, outre le fait qu'il avait des maîtresses, mais ça on s'en fout, mais il disait dans les interviews, celui qui était Hans Frank, c'était le responsable donc des territoires de Pologne, hein, là où il y avait tous les camps, pour nos auditeurs, où il y avait tous les camps de concentration, etc. C'était le gouverneur général de Pologne. Et lui il disait, moi j'avais l'image d'un père aimant, doux, bien sûr, cultivé, qui connaissait la littérature, qui connaissait la poésie, qui connaissait Schiller, qui jouait du piano, qui nous a appris à jouer du piano, qui connaissait les grands compositeurs. Donc cette espèce de double personnalité entre un type qui faisait massacrer des millions de juifs d'un côté, et qui en même temps était doux, aimant, jouait du piano et parlait poésie avec ses enfants. Mais ça, c'est la banalité du mal cher à Hannah Arendt. Les grands orchestres philharmoniques de Berlin et de Vienne, malheureusement. On continue à jouer. Oui, mais surtout, certains de leurs membres étaient très nazis, d'autres ne l'étaient pas. Mais il y a surtout Hermann Göring, dont le frère était anti-nazi. Hein.
Et pourquoi? Peut-être parce qu'il détestait son frère, c'est possible ça, les rivalités entre frères. Moi, je sais que j'avais un frère qui n'était pas très bien dans sa tête et qui adorait les chants du Troisième Reich. Là, il y avait tout un disque publié par Le Pen Père. Oui, c'est ce que j'ai, oui. Il mettait ça à tue-tête, moi je déteste ça. Mais il a toujours voté pour Le Pen. Hein. Il a eu des problèmes de santé, il me donnait une procuration et il m'a dit tu votes Le Pen. Ce qui fait que je mettais deux bulletins dans l'urne, un pro Le Pen et puis un pour un autre candidat. C'est comme ça. Hein. Dans une même famille, vous avez des gens... voilà. Au moment de l'Algérie française de l'OAS, dans ma famille, j'en avais qui étaient mes gaullistes à fond. Bon, ils n'étaient pas pour l'OAS. Certains qui avaient souffert terriblement la résistance, la déportation, la Gestapo, etc. Puis d'autres qui étaient fanatiques OAS. Oui. Dans une même famille, il y a un peu toutes les idées. Mais on l'a oublié, quand on va, comme je suis allé il n'y a pas longtemps dans le grand temple de la Grande Loge de France à Marseille, il y a une belle bannière, qui est très belle, c'est une bannière mortuaire d'ailleurs, qui est la bannière mortuaire de l'Atlas d'Alger, qui est la loge d'Atlas d'Alger. Et la loge d'Atlas d'Alger était le substrat ou le ferro du réseau Atlas de l'OS. Alors on l'a oublié, on l'a... bon, voilà, mais c'est l'histoire aussi. Mais vous avez raison, c'est l'histoire. Hein. Il faut un peu connaître... Enfin, c'est pas pour juger, pas pour dire c'est bien ou c'est mal. Mais en tous les cas, c'était comme ça. Et... Ce qui est terrible, c'est que pendant la guerre, ils étaient pourchassés, les maçons. Hein, oui, oui. Et ils ont été dénoncés. Et le pire, c'est qu'il y a un livre édité par un éditeur catholique qui donnait le nom et l'adresse de toute la liste. Alors, les Allemands, ils n'avaient plus qu'à lire ça, oui. Donc, on voit à quel point tout ça est emmêlé, entremêlé. C'est incroyable de voir dans un même établissement combien les gens sont différents. Moi, je suis ancien élève de Louis le Grand, on avait Brossolette. Brossolette que tout le monde connaît. L'agrégation d'histoire avec... Et qui était membre de la Grande Loge de France. Initié en 1927 dans la loge Émile Zola de la Grande Loge de France. Et il y avait Honoré d'Estiendorf, qui lui était catholique très pratiquant avec son petit Akessan du Midi. Bon. Mais d'un autre côté, vous aviez Brasilac, et comme professeur Marcel Déat. Donc vous étiez du même établissement, peut-être de la même classe. Et il y en a qui étaient d'un côté et l'autre qui était de l'autre. Vous savez. Il y avait un lycée extraordinaire qui s'appelle Jacques Decour maintenant. Ça s'appelait Froid-Rollin à l'époque. Et mon ami Boris Cyrulnik, qui était un élève là-bas, raconte ce que c'était qu'une classe. Et on a des archives, il y a une émission extraordinaire à la télévision là-dessus, qui montre que les plus anti-nazis n'étaient pas ceux qu'on croyait, puisque Jacques Decour, c'était un prof d'allemand. Et c'était les germanophiles, les germanophones, qui aimaient la culture allemande et qui détestaient le Troisième Reich. Mais alors, le pire, c'est qu'on a eu un gars qui était un bon catho, progressiste, de gauche, très bien, il s'est engagé dans les Waffen-SS. Alors que, parmi les résistants, on avait un jeune Allemand. Hein. Et alors que, encore plus fort que ça, il y a un petit gars, je ne sais pas, il était juif ou je ne sais pas, il avait été conduit à la mairie du 18e arrondissement où il y avait un poste de police allemand, et l'officier a dit, bon, attendez-moi, je reviens. Ça voulait dire au gars, fous le camp en vitesse. Vous voyez, des trucs incroyables, hein, incroyables. C'est vrai qu'on oublie assez facilement que quand Brossolette passe son agrégation d'histoire, parce qu'il est cacique de la rue d'Ulm, et donc il pense être premier. Et il tombe, je crois, sur un sujet qui s'appelle les abbayes carolingiennes au temps de Louis le Pieux. Et voilà, et il déclare au président... On va faire une émission là-dessus. Et il déclare... dans les conditions actuelles du concours, je ne peux traiter ce sujet qu'en 7 minutes. Il va passer son heure ou ses 2 heures à réfléchir, il revient, il dit, j'avais dit que je ne pouvais parler qu'en 7 minutes, j'ai fini, je me rassois.
il va avoir son agrégation, mais il ne sera pas premier, il sera deuxième. Et le premier, c'est Georges Bidault. Ouais. Et Georges Bidault, on l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié? Parce que lorsque Brossolette se fait attraper avec Émile Bollaert, qui a succédé à Jean Moulin comme chef du Conseil national de la Résistance, De Gaulle va nommer Georges Bidault, et Georges Bidault sera plus tard un des fers de lance de l'OAS en Algérie. Absolument. Donc on va oublier le Bidault résistant, et d'ailleurs le Bidault qui a joué aussi un rôle, notamment après les émeutes de Sétif, qui ont lieu tout de suite en 1945, puisqu'il y a le grand moufti de Jérusalem, Adjamin El-Husseini, qui est en Allemagne depuis 1941, qui est livré par les Russes aux Français, et il va y avoir... Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de Léon Blum, qui dit sa place, il est avec les autres, il est au tribunal de Nuremberg, parce que c'est lui qui a créé la section de Waffen-SS en Tchar, qui va aller, parce qu'on s'en souvient plus, mais en Bosnie, et en Serbie, avec les gentils bosniaques massacrer des populations. Et la position de Georges Bidault, qui va commencer dès 1945 à dire il faut un accord ou un soutien arabe à la politique coloniale de la France, et donc contre l'avis de Léon Blum, va renvoyer Adjamin El-Husseini en Palestine, en disant je vous le renvoie, mais vous soutiendrez la politique coloniale de la France. C'est très bizarre. C'est très compliqué. Ouais. Parce que parmi les grands résistants, qui sont pour beaucoup d'entre eux morts dans les camps de concentration, il y avait des membres de l'Action française, dont beaucoup étaient catholiques pratiquants. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption, dans le 16e arrondissement, a une liste impressionnante. Ce sont souvent des gens à particules, des barons, des comtes, des marquis. Mais, on peut dire, ils ont donné leur vie pour la cause anti-nazi. Souvent parce qu'ils étaient anti-Bosch, anti-allemands. Vous allez à l'autre bout de Paris, si vous voulez, dans le 20e arrondissement, et vous voyez que là-bas aussi, il y en avait beaucoup, mais pour des raisons un petit peu... Particules peut-être. Il y avait moins de particules. Si vous voulez, un jour, nous ferons vraiment visiter. Si vous allez en bas du grand escalier de la Grande Loge de France, il y a un immense panneau en marbre avec l'ensemble des frères qui ont été déportés. Alors, certains ne sont pas revenus, certains sont revenus, mais qui ont été résistants et déportés. C'est vrai que la liste... Et d'ailleurs, il y avait un réseau de résistance maçonnique français. Patriam Recuperare, voilà. C'était ce nom, cette loge. Mais moi, j'ai toujours ce souvenir, alors pardon, d'ailleurs des souvenirs personnels, mais mon père était né en 1918, ma mère en 1922, donc il a connu ça. Et moi, ce qui m'avait toujours surpris, c'est cette réflexion que m'avait fait ma mère, en disant quand on faisait la queue, elle était du côté de la rue des Dames, du côté de la Grande Loge de France, mais qui n'avait rien à voir, de la rue d'Arcet, etc. Et elle me dit, quand on faisait la queue, le petit peuple de Paris était très anti-Bosch. Ils n'aimaient pas les Bosch, ils n'aimaient pas les Allemands, il faut virer les Allemands, etc. Et elle m'a dit, une des réflexions qui me revenait le plus souvent, donc ils n'aimaient pas les Allemands, il faut les virer, etc. Bon, il n'y a qu'une chose, quand même, faut reconnaître. Faut les virer, c'est des salauds, etc. Il n'y a quand même qu'une chose qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils nous ont débarrassé des Juifs. Il y avait ces raisonnements-là aussi. Et là, c'est très... On imagine que la vie est en noir et blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Et même après la guerre, il y en a qui ont dit « Oh là là, pourquoi ils ne les ont pas tous tués, les Juifs, les Allemands ?» Il y a eu des trucs comme ça. Mais il y a, je dirais, une complexité des réactions de chacun qui est absolument incroyable et qui rend difficilement prévisible ce que Dupont, Durand et autres, Duval et Dubois, feront le moment venu. Là, on ne peut pas le dire. Je pense que, dans une large mesure, il y a des phénomènes de conscience qui émergent et surtout des phénomènes de courage. Moi, je connaissais très bien le fils de Pierre Brossolette, Claude Pierre Brossolette, qui a été arrêté par la Gestapo à 13 ans. Et je me disais toujours, mais au fond, jamais j'aurais eu le courage de Pierre Brossolette avec ce qu'il a enduré sous la torture. Jamais j'aurais eu son courage. Alors, à part ça, il y en a qui disent, mais le courage, il vient, possible. C'est beaucoup une question de courage. Et peut-être pour conclure notre entretien... De manière moins triste. Et alors, je ne sais pas si ça sera de manière moins triste ou pas. Vous avez parlé de trois grands enjeux, la période des fièvres, la période atomique et la période, j'allais dire, environnementale. Oui.
selon vous, et justement peut-être quelques pistes d'optimisme, je ne sais pas, quelles peuvent être, puisqu'on voit quand même que que l'avenir tel qu'on nous le propose avec les maladies, les crises économiques, le changement environnemental, etc., on voit bien le côté sombre. Est-ce que vous avez quelques lueurs d'espérance, quelques ressorts qui pourraient justement faire que ce soit plus positif l'avenir? Moi, Alors, écoutez, j'allais poser la question, c'était l'inverse. Quelle va être notre prochaine fin du monde? On a survécu à Alors, les deux. J'ai une troisième question, c'est qu'est-ce qui se passe après la fin du monde? Ça, j'en sais rien. L'éternité, c'est long, Par surtout vers la contre, fin. Oui. Et- Par contre, Ouais. la prochaine fin du monde ou apocalypse, qu'est-ce que c'est? Je crois que tous les responsables politiques un peu sérieux disent devant tous ces périls, que ce soit un virus, que ce soit le réchauffement C'est un climatique, cocktail de etc., tout ça. il faut l'unité. Mhm. Pas l'uniformité, mais il faut une sorte de consensus. Par exemple, il faut que les pays européens s'entendent, qui s'entendent avec les Américains, qui s'entendent avec les Asiatiques, etc. On ne pourra pas lutter contre certains phénomènes planétaires sans une meilleure entente entre les peuples et leurs dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de populisme qui rend beaucoup plus difficile l'action. L'action utile, l'action contre les réchauffements. Il est clair qu'une partie de la population modeste, on l'a vu avec les Gilets jaunes, n'est pas prête à sacrifier quoi que ce soit, mais on les comprend un peu, mais bon, et on ne peut pas avoir indéfiniment des véhicules qui polluent énormément. Il est clair que la lutte contre les virus, ça exige aussi, je dirais, certaines précautions et probablement, disons-le, une certaine perte économique. Pour l'instant, on a vu l'effondrement des marchés boursiers, qu'il faut sans doute accepter provisoirement, en sachant que ça ne durera pas indéfiniment. Toutes les épidémies ont une fin. Quant à l'apocalypse nucléaire, je crois que là, il n'y a pas véritablement de règles ni de lois. Peut-être le plus grand danger, c'est le nucléaire en miniature, les armes tactiques, qui au lieu de faire 1000 fois Hiroshima, font un dixième d'Hiroshima. Ça serait le plus dangereux. Parce que vous commencez par la petite arme nucléaire, puis la moyenne, puis la grosse. C'est le vrai risque. Donc je pense que les discussions entre les grandes puissances sur, non pas le désarmement nucléaire total, c'est complètement utopique. Bon, c'est ce que demande le pape François, mais... Il a raison de le demander. Il a raison de le demander, il a raison. Lui, il est pape, il a raison. Le pape, combien de divisions, disait Staline. Mais en même temps, je crois qu'il faut quand même renouer un certain dialogue pour voir dans quelle mesure on peut, d'une part, réduire l'arsenal nucléaire à défaut de le supprimer, mais aussi éviter une sorte de recours à des armes nucléaires miniatures qui banaliseraient le nucléaire. Et on pourrait ajouter qu'il y a les fameuses armes biologiques, chimiques et d'autres encore, qui pourraient elles aussi répandre l'apocalypse. Donc évitons tout cela. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions beaucoup Odon Vallet de nous avoir réservé cet entretien exclusif, parce qu'on peut dire ça comme ça. Et mettez-nous de la bonne musique après. Et voilà. Et alors ça, c'est Gilles. Non, c'est pas Gilles. On va mettre vraiment de la bonne musique. Dites-nous ce qu'on peut. Dites-nous ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre après un interview ou entre quelques moments Non, Un extrait de l'hymne à la joie. Ah oui. Ah ouais. J'allais dire surtout, on met pas Carmina Burana de Karl Orff. Non, un extrait de l'hymne à la joie. L'hymne à la joie, c'est bien. D'accord, c'est noté. Schiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.